commencer ce premier meeting, je vais donner la parole à Patrick. Super. Bien, merci beaucoup. Écoutez, moi je suis très heureux d'avoir traversé une partie du département, parce que Vendôme-Mer, il y a quand même quelques kilomètres, mais c'est vrai que la circonscription est très, très large, hein. On va de Viguier-le-Château, Mer, Montaut et Oigny. Écoutez, bonjour à tous. Je parle au nom de mes camarades communistes, puisque donc nous sommes partie intégrante de ce rassemblement. Nous sommes très heureux de participer à cette belle dynamique politique, car nous avons la possibilité de battre Macron à l'Assemblée nationale en faisant élire une nouvelle majorité de gauche. La perspective, c'est cela. Je fais juste un petit rappel, parce qu'il y a déjà un an, dans le cadre des élections départementales, nous avions cette configuration de rassemblement. Les citoyens de gauche l'attendaient, et nous l'avons de nouveau réussi aujourd'hui au niveau national et évidemment dans notre département. Avec ce rassemblement que nous souhaitons majoritaire, fini les cabinets McKinsey et consorts qui viennent émarger sur les comptes de la République. Fini l'évasion fiscale qui siphonne les richesses de notre pays. Fini les cadeaux fiscaux aux plus riches pendant que les ouvriers, les salariés, les agents des services publics triment au boulot et se serrent la ceinture pour payer leurs factures. Fini de baisser les impôts des groupes comme Amazon, Google, Apple, BNP, Société Générale, Sanofi, et je m'arrête là, qui distribuent des dividendes et licencient en même temps. Et puis, nous pensons à tous les salariés, aux militants syndicaux qui résistent sans moyens face aux délocalisations telles que celles imposées dernièrement aux 19 salariés de Schub Flexible à Vendôme qui viennent de recevoir leur lettre de licenciement le 30 du mois dernier. Alors oui, notre victoire est directement indexée sur l'espoir que nous allons porter dans les prochains jours. Bien sûr, nous avons des différences sur un certain nombre de sujets. Nous avons tous pris nos responsabilités, nous avons fait le choix de nous additionner dans le respect de ces différences sans les effacer. Oui, nous avons de beaux et grands défis devant nous, celui de rassembler, de construire la plus belle majorité, la plus heureuse des majorités, celle qui saura faire naître de nouveau les sourires sur les visages de nos concitoyens avec les réformes que nous attendons depuis si longtemps. Ces réformes heureuses qui vont enfin changer la vie. Je vous remercie. Bonsoir, Claudio Serenelli pour la LFI. Alors je vous préviens, c'est une improvisation totale puisque c'était pas moi qui étais prévu de prendre la parole sur le sujet. Beaucoup se posent la question, mais pourquoi cette unité n'a pas été faite avant? Évidemment, c'est la grande question. Mais je crois qu'il y avait besoin de se confronter et de se compter aussi. Tout le monde avait besoin de savoir où on en était, les différents partis de gauche. Et il y avait un point de départ qui était un point de départ programmatique, et il fallait tomber d'accord sur ce point programmatique. Les circonstances ont fait que ça n'a pas pu se faire pour la présidentielle. L'important, c'est que ça se fasse maintenant. Maintenant, l'enjeu, au-delà de ce que tu as dit sur les différents points sur lesquels nous sommes entièrement d'accord, l'enjeu, c'est de ne pas laisser un deuxième quinquennat Macron. À la fin d'un deuxième quinquennat Macron, nous n'aurons plus de retraite, puisque ça portera plus de nom, la retraite qu'il veut nous faire. Nous n'aurons quasiment plus de services publics, puisqu'ils seront vendus sur le privé. Je ne vous parle pas des hôpitaux, parce que malgré les promesses, on est quand même obligé de regarder. Ça fait plus de 2 ans qu'on fait des plans hôpitaux, des machins, des bidules, etc. Et à l'arrivée, on se retrouve, on va vers un été qui va être chaud, probablement caniculaire, avec des urgences fermées. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu dans notre pays depuis des années. Je ne vous parle pas de ce qui attend derrière, puisque la privatisation de la sécurité sociale est une vieille ancienne de ces... Et moi, je dis que si Macron passe, au bout de 5 ans, nous aurons perdu tous les acquis sociaux du Conseil national de la résistance. Ça peut paraître vieux, mais ça a été la dernière révolution dans notre pays. Ça a été ça, d'au sortir de la guerre, un pays en ruine a été capable de mettre en place la sécurité sociale, a été en place le système de retraite par répartition, les caisses d'allocation familiale, et même après, par la suite, dans les entreprises, ça a été les comités d'entreprise, etc., etc., etc. Aujourd'hui, on a bien vu ce qui s'est passé sur le droit du travail entre ce quinquennat et même déjà avant, où c'était commencé, où c'était du Macron, mais en loose day. Et voilà. Donc là, l'objectif, c'est surtout l'empêcher. Et le message à faire passer partout, c'est que c'est sûrement pas en votant pour l'autre extrême qu'on empêchera de Macron, parce qu'ils ne pourront jamais prendre la Chambre. Alors que la Chambre, on peut la prendre nous. L'Assemblée nationale, elle peut être prise et on peut avoir le nombre de députés nécessaires pour
avoir effectivement le gouvernement à nos couleurs. Oui. Donc, au nom de LV, puisque on s'est dit que c'était bien que les représentants des partis engagent ces meetings pour montrer qu'on vit un moment historique à plus d'un terme en France. Un moment historique parce que ce sont les électeurs qui ont imposé aux appareils politiques de faire un contrat, de faire un accord, et c'est pas n'importe lequel. Il y a eu un vrai accord sur le fond, hein, malgré ce qu'en disent beaucoup de journalistes, il y a un vrai accord sur le fond. Vous pouvez aller le voir en tapant nupes.com, vous verrez qu'il y a 600 mesures, que c'est vraiment quelque chose de construit. Et puis, au-delà de l'accord, il y a une dynamique. Et grâce aux électeurs, grâce aux citoyens, cette dynamique, elle est en train de construire ce que l'on croyait presque impossible, c'est-à-dire le peuple de gauche qui se réveille et qui est en train de se relever. Et très sincèrement, on a senti, hein, dès les premières réunions, les militants, on a rarement vu cette dynamique, cet accueil-là dans les marchés. Et aujourd'hui, je pense que les gens sont prêts à cela et qu'il faut réussir là pendant les 2 prochaines semaines à entretenir cette dynamique pour que ça donne les résultats qu'on imagine et qu'on espère. Donc évidemment les écologistes sont plus qu'heureux d'être de ce moment-là qui encore une fois est historique à plein de titres. Voilà ce que je voulais dire au nom de LV et puis là je te passe la parole. Non, c'est Noé. Vas-y Noé. C'est déjà toi. Bonjour tout le monde, merci à toutes et à tous de s'être déplacés ce soir à cet espace culturel à Mer pour cette première réunion publique, ce premier meeting. Alors, vous venez d'entendre 3 représentants des principaux partis qui font partie de cet accord de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, mais beaucoup ne savent pas quel est le contenu de ce programme. Donc il y a plus de 650 mesures. Je vais vous les énumérer une par une. Non, non, je vais vous faire un récapitulatif en 10 minutes de ce programme parce que je pense que c'est très important de savoir pourquoi est-ce qu'on se bat, parce que c'est vrai que dans les faits, on est ici des citoyennes et des citoyens de gauche, écologistes, pardon. Donc évidemment qu'il y a des choses qui vont de soi. Mais peut-être qu'il y a des choses que vous ne savez pas et j'espère vous faire découvrir des belles choses à travers ce programme qui est très intéressant. Et je peux vous dire que ça m'a fait mal au cœur d'enlever certains points pour ne pas pour que ce soit pas trop dense en contenu, parce qu'il y a vraiment des très très belles choses qui sont pleines d'espoir. Et donc je vais commencer à vous raconter ce programme, puisque c'est ça que je vais faire, c'est vous raconter une partie de ce programme qui porte notamment sur 8 chapitres, donc 8 points d'accords globaux. Le premier chapitre qui porte sur le progrès social, l'emploi et les retraites pour réduire le temps de travail et faire naître une société du temps choisi. Pour cela, nous rétablirons la durée effective et hebdomadaire du travail à 35 heures par la majoration des heures supplémentaires et le passage aux 32 heures dans les métiers pénibles et de nuit. Nous lancerons des grands chantiers écologiques créateurs d'emplois avec la mise en place d'un plan de rénovation des voies ferrées et de réouverture des lignes fermées dans les 30 dernières années. Nous rénoverons 700 000 logements par an pour lutter contre le gaspillage et la précarité énergétique. Et nous construirons 200 000 logements publics par an pendant 5 ans qui répondront bien sûr à des normes écologiques ambitieuses, donc c'est-à-dire des bâtiments biosourcés avec des panneaux photovoltaïques, des jardins partagés, etc., etc. Pour en finir avec la souffrance au travail, nous reconnaîtrons le burn-out comme une maladie professionnelle et nous rétablirons une assurance chômage protectrice en refusant la réforme Macron. Pour bien vivre, nous augmenterons les salaires et les retraites et porterons le SMIC à 1 500 € net.
et nous revaloriserons le traitement des fonctionnaires avec un dégel du point d'indice. Pour éradiquer la pauvreté, nous instaurerons une garantie dignité, c'est-à-dire l'équivalent du RSA mais en amélioré, pour qu'aucun individu ne vive sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire 1063 € par mois pour une personne. Et nous bloquerons immédiatement les prix des produits de première nécessité, notamment de l'essence, pour répondre à la crise actuelle qui plonge dans la pauvreté une grande partie de nos concitoyens et qui, même pour les classes moyennes et les plus aisées, c'est la galère en ce moment, hein, le prix de l'essence. Je ne vois pas comment le dire autrement. Et puis, beaucoup en ont parlé, beaucoup l'ont promis, mais ça me tient particulièrement à cœur puisque même ici à Mer, j'en ai rencontré, j'en ai aidé, c'est d'atteindre l'objectif de 0 sans-abri en France d'ici la fin du mandat. Le deuxième point d'accord porte sur l'écologie, la biodiversité, le climat, les biens communs et l'énergie. Nous appliquerons la règle verte par une planification écologique citoyenne. L'objectif est d'inscrire dans la Constitution une règle verte qui impose de ne pas prendre à la nature plus que ce qu'elle ne peut reconstituer. Nous mettrons en place une transition énergétique créatrice d'emplois en créant un pôle public de l'énergie et en planifiant le passage aux énergies renouvelables, en favorisant partout les sources d'énergie qui sont adaptées selon les conditions climatiques et géographiques des territoires. Et nous stopperons toute subvention aux énergies fossiles, notamment à l'étranger. Donc Total, qui va forer tranquillement en Amérique, c'est terminé, on ne financera plus ça. Nous instaurons une souveraineté alimentaire par le passage à une agriculture paysanne et écologique. Et donc nous créerons 300 000 emplois agricoles pour instaurer une agriculture relocalisée, diversifiée et écologique. Nous répartirons plus justement les aides pour les orienter vers l'agriculture écologique et paysanne avec l'objectif d'atteindre 30% de la surface agricole française en agriculture biologique d'ici la fin de la décennie. Et puis nous opterons pour une TVA 0 sur le bio et 5,5% sur les transports en commun pour favoriser les déplacements en commun, qui sont évidemment plus écologiques et qui sont beaucoup plus, qui pourraient être plus économiques justement avec cette baisse de la TVA sur le prix des billets de transport en commun. Nous interdirons les pratiques cruelles pour rompre avec la maltraitance animale, c'est-à-dire plus de poules et de lapins en batterie, plus de broyage pour les poussins, plus d'ablation de la queue pour les porcinés. Nous interdirons tous les élevages de fourrure. Nous interdirons le déterrage des blaireaux, des renards, nous interdirons la chasse à courre, la corrida, les combats de coqs et les spectacles incluant les animaux sauvages. Pour sauver les écosystèmes et la biodiversité, nous renoncerons aux grands projets d'infrastructures inutiles et écologiquement néfastes et aux projets d'entrepôts géants, c'est-à-dire les plateformes logistiques, en proposant une loi forte contre l'artificialisation des sols pour préserver les espaces sauvages. Pour préserver la biodiversité, nous protégerons les espaces sauvages, je vais y arriver, et surtout nous créerons de nouveaux espaces sauvages, c'est-à-dire que tous les terrains en friche qui ne sont pas utiles à l'agriculture, nous ferons en sorte de les réquisitionner pour recréer des forêts, recréer des friches, afin de protéger la biodiversité du territoire français. Et pour protéger les océans et les mers, nous classerons 30% du territoire marin dans des aires marines protégées. Le troisième point de l'accord porte sur le partage des richesses et la justice fiscale. Nous voulons relocaliser la production indispensable à la vie dans notre pays afin d'avoir une souveraineté alimentaire, industrielle et énergétique pour répondre à l'urgence climatique et aux problématiques sociales et économiques. Nous rétablirons et renforcerons l'impôt de solidarité sur la fortune, incluant un volet climatique, pour taxer les plus gros pollueurs et financer la transition écologique. Et pour construire l'autonomie de la jeunesse, nous créerons une allocation autonomie aux jeunes fixée au-dessus du seuil de pauvreté, c'est-à-dire 1063 € par mois. Le quatrième point porte sur les services publics, santé, éducation, culture et sport. Nous mettrons la santé au premier plan en réouvrant et en construisant
des services d'urgence, des maternités et des EHPAD publics en assurant un service de santé à moins de 30 minutes de chaque Française et de chaque Français. Nous engagerons un plan pluriannuel de recrutement des professionnels du soin et du socio-médical pour faire en sorte du coup d'avoir des professionnels de la santé à moins de 30 minutes de chaque Français. Et puis bien sûr, nous revaloriserons les métiers et les revenus et nous augmenterons les capacités d'accueil des établissements de santé publics et notamment des hôpitaux. Nous actionnerons tous les leviers possibles pour combattre les déserts médicaux en créant notamment des centres de santé pluridisciplinaires publics. Et il faut aussi faire preuve de lucidité et d'honnêteté. C'est des choses qui ont déjà bien avancé sur notre territoire. Il y a déjà des centres de santé pluridisciplinaires qui ont vu le jour. Et bien, il va falloir continuer, accentuer et faire preuve de courage pour plus qu'il n'y ait de déserts médicaux en France d'ici la fin du mandat. Dans le programme, on propose aussi de créer 10 000 places en EHPAD sur les 5 ans et de l'autre bout de l'échiquier de la vie, créer un demi-million de places en crèche et d'aller vers la gratuité de la crèche, ou en tout cas, si ce n'est pas possible, d'aller vers une tarification qui est proportionnelle aux revenus des parents pour éviter d'avoir des personnes à bas salaire qui payent très cher les crèches et du coup qui se retrouvent à garder leurs enfants. Et parfois, on a notamment dans les quartiers populaires ce fameux statut social de la femme au foyer qui doit garder les enfants parce que la crèche est trop chère. Pour retrouver l'école de la République, nous réduirons les effectifs par classe pour faire mieux que la moyenne européenne qui est de 19 élèves par classe, en priorisant les établissements relevant de l'éducation prioritaire. Et puis, nous abrogerons la réforme Blanquer et supprimerons Parcoursup. Nous augmenterons le nombre de lycées professionnels et agricoles publics afin de mettre le paquet sur les filières professionnelles dont la main-d'œuvre va être absolument primordiale dans les années à venir au vu de la bifurcation écologique et sociale. Donc je pense bien sûr à l'agriculture paysanne, au bâtiment et dans le secteur de l'énergie. Le chapitre 5 porte sur la République sociale et la démocratie renouvelée. Nous sommes pour élire l'Assemblée nationale au scrutin proportionnel pour retrouver une véritable Assemblée nationale représentative du peuple, parce que c'est pas normal d'avoir toujours cette Assemblée nationale où la majorité écrase les autres groupes politiques et ne représente plus du tout les Françaises et les Français. Aujourd'hui, vous avez 75% de la population française qui n'accepte pas qu'Emmanuel Macron soit le président de la République, et pourtant la majorité absolue pour La République En Marche à l'Assemblée nationale. Je vais me tirer une balle dans le pied en disant ça, mais il faut aussi faire preuve d'honnêteté. Marine Le Pen arrive au second tour de l'élection présidentielle depuis 10 ans et elle n'a jamais plus de 10 députés à l'Assemblée nationale. Donc, dans le fond, ça nous arrange, mais finalement, c'est pas vraiment démocratique. Donc, la proportionnelle à l'Assemblée nationale pour pouvoir en plus instaurer la parité, puisque si on fait cette parité, cette proportionnelle, nous pouvons avoir des listes avec un homme, une femme, un homme, une femme, et donc instaurer la parité à l'Assemblée nationale. Nous instaurons et des jeunes à l'Assemblée nationale. Nous instaurons le référendum d'initiative citoyenne et nous reconnaîtrons le vote blanc. Nous mettrons en place un plan de séparation de la finance et de l'État pour combattre l'influence des lobbies dans le débat parlementaire. Et nous prévoirons des peines d'inéligibilité pour toute personne condamnée pour corruption. Et enfin, le plus grand combat républicain porté par la gauche, c'est d'en finir avec la monarchie présidentielle en passant à la 6e République avec un régime parlementaire stable et des nouvelles institutions adoptées par référendum. Le chapitre 6 porte sur la sûreté et la justice. Nous sommes pour assurer un meilleur accès pour toutes et tous à la justice en augmentant les moyens de la justice et en recrutant et formant davantage de fonctionnaires. Nous augmenterons l'aide juridictionnelle et veillerons au retour des tribunaux de proximité. Pour faire face aux nouveaux enjeux du XXIe siècle, nous reconnaîtrons le crime d'écocide. Nous lutterons contre la délinquance financière en doublant les effectifs des services qui luttent contre l'infraction financière. Et ça, puisque je pense que vous aurez des questions sur le budget au vu de toutes les belles choses que je vous ai annoncées, je vous annonce déjà que c'est, je pense, le point principal pour financer
toutes les questions que je viens d'énumérer, c'est la lutte contre la délinquance financière et l'évasion fiscale. Pour reprendre sur les nouveaux enjeux, nous lutterons contre toute impunité face aux agresseurs sexuels pour mettre fin au féminicide et aux violences sexistes et sexuelles en France. Concernant les gardiens de la paix, nous rétablirons une police de proximité en réorientant les missions de la police nationale pour assurer le lien avec les populations. C'est-à-dire qu'on préfère une police qui est disponible en cas de cambriolage, en cas d'agression. Si une femme vient à la gendarmerie parce qu'elle se fait battre par son mari, nous voulons des policiers disponibles et pas des policiers qui sont en train de faire la chasse aux fumeurs de joint. Nous éradiquerons, et ça c'est le plus important, nous éradiquerons la politique du chiffre pour avoir vraiment une police efficace au service des citoyennes et des citoyens. L'avant-dernier point porte sur l'égalité et la lutte contre les discriminations. Nous voulons réaliser une bonne fois pour toutes l'égalité entre les femmes et les hommes en adoptant une loi de lutte contre le sexisme et les violences faites aux femmes, en allouant 1 milliard de budget contre les violences faites aux femmes. Donc évidemment, c'est un point qui est parallèle à d'autres points du programme. Nous mettrons fin aux inégalités salariales entre les femmes et les hommes dans l'entreprise en sanctionnant financièrement et pénalement les entreprises responsables d'inégalités salariales, c'est-à-dire des amendes et un refus d'attribution à des marchés publics. Et puis nous créerons des commissions de contrôle de salariés dans les entreprises pour lutter contre les inégalités salariales entre les hommes et les femmes et également les inégalités basées sur des critères racistes, voire homophobes, islamophobes, antisémites. Ça existe encore, c'est une catastrophe et c'est la suite du programme. Bien sûr, une bonne fois pour toutes, nous voulons éradiquer le racisme, l'antisémitisme et toutes les discriminations à l'égard des personnes LGBT, c'est-à-dire l'homophobie, la transphobie. Et là, il y avait des points dans le programme et j'avais pas envie de les mettre. Il y avait un grand plan massif de machin. Mais on pourra faire tous les plans du monde qu'on veut. Il y aura, malheureusement, on ne pourra pas éradiquer ces discriminations en 5 ans. Par contre, on peut promettre qu'on va mettre toutes nos forces et toute notre intention pour lutter contre ces discriminations. C'est-à-dire qu'on ne peut pas promettre de les éradiquer, mais on peut promettre d'y être extrêmement attentif et d'avoir zéro tolérance. Tiens, c'est un mot-clé qui est utilisé souvent par l'autre bout de l'échiquier politique, mais nous pouvons l'utiliser aussi. Zéro tolérance contre les racistes, les antisémitistes, les islamophobes, les homophobes et les transphobes. Nous voulons lever les obstacles à l'autonomie des personnes en situation de handicap, c'est-à-dire assurer l'autonomie financière des personnes en situation de handicap, en élevant l'AH, l'allocation aux adultes handicapés, au niveau du SMIC, c'est-à-dire 1 500 € net, puisque nous l'aurons élevé à 1 500 € net, et en le rendant indépendant des revenus de leurs conjoints. Le chapitre 8 est le plus controversé et le plus compliqué, puisque c'est des points qui, je pense, ont fait que nos différentes formations politiques se sont divisées depuis les 30-40 dernières années. C'est l'Union européenne et l'international. Mais nous sommes tombés d'accord sur des grandes lignes que je peux simplifier ou raccourcir comme ceci. Renforcer la lutte pour le climat avec un objectif de réduire de 65% les émissions de gaz à effet de serre européennes d'ici 2030 pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Transformer la politique agricole commune au service de l'agroécologie, de l'agriculture paysanne et relocalisée. Instaurer les protections sociales et écologiques en refusant tout nouvel accord de libre-échange, en instaurant de nouvelles coopérations fondées sur des clauses sociales, environnementales et sanitaires. Et enfin, le dernier point, qui a été formulé différemment dans le programme, mais que je veux reformuler de la sorte, qui ne veut absolument rien dire, vous allez me dire, et en même temps qui veut absolument tout dire. Faire de la France une nation pacificatrice pour promouvoir un monde de paix. Voilà. Les principaux points de l'accord de la nouvelle Union populaire écologique et sociale qui portera la gauche et les écologistes à l'Assemblée nationale le soir du 19 juin prochain. Florent, tu vas nous dire quelques mots ?
tu vas nous dire quelques mots sur la biodiversité. Vous voyez, j'ai pas énormément insisté sur la biodiversité dans mon programme, alors vous allez vous dire, bah tiens, bizarre, Noé à Balbéton, pas grand chose sur la biodiversité, mais justement parce qu'on va faire un point plus précis sur ça, qui va être porté par Florent, donc je lui laisse la parole. Bravo. Vous voyez, les jeunes savent parler, et les jeunes, quand on leur donne la parole, peuvent porter plein de belles choses. Donc dans chaque meeting, on a souhaité une thématique et on a souhaité parler de biodiversité ici. C'est pas forcément une thématique facile parce qu'on a tendance à parler climat plus facilement. Or la biodiversité et le climat, c'est deux choses qui, même s'il y a des interdépendances, sont profondément différentes. Et la plupart du temps, en tout cas les spécialistes considèrent qu'il y a un enjeu biodiversité qui est extrêmement grave et on souhaitait vous en parler puisqu'on l'escamote souvent au profit du climat et on parlera du climat bien sûr à un moment donné, mais on souhaitait commencer par cette biodiversité. Vous dire tout d'abord qu'il n'est pas trop tard, même s'il y a une urgence absolue sur cette question, et vous allez voir, je vais vous donner quelques chiffres, je vais essayer de ne pas en donner beaucoup, mais je vais en donner quand même quelques-uns, mais il n'est pas trop tard, et le discours de tous les scientifiques est unanime, à la fois sur l'urgence et sur le fait qu'on peut encore changer les choses, que la planète peut encore se reconstruire malgré les dégâts dont on va parler. Un rappel de ces dégâts, de la situation, tout d'abord pour vous dire que la biodiversité, c'est simplement la vie sur Terre. La meilleure définition, c'est celle-là, je pense. Et ça concerne toutes les vies sur Terre, et donc la diversité des vies sur Terre. Ces 10 dernières années, la biomasse du vivant s'est effondrée de 67%. Les 2/3 de la biomasse du vivant a disparu en 10 ans. Alors principalement les arthropodes, ce qu'on appelle les araignées, les mille-pattes, les insectes et les crustacés, mais il faut se rendre compte que les 2/3 de cette masse du vivant a disparu en 10 ans. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu dans l'histoire même de la planète. En si peu de temps, une chute aussi terrible, ça ne s'était jamais vu. 60% de la population des animaux sauvages ont disparu ces 40 dernières années. Et c'est là aussi un choc absolu en termes de biodiversité. 95% de la masse, je vais essayer de ne pas vous donner trop de chiffres pour pas... Mais c'est quand même des chiffres qui sont parlants. 95% de la masse des mammifères actuellement présents sur la planète, c'est de la viande d'abattage. 95% de la masse des mammifères sert à manger. On en gâche une bonne partie dans le système. Donc il reste 5% qui sert à autre chose. Donc quand on a ces chiffres-là, on se demande comment on va y arriver. Et pourtant, on peut y arriver. On sait qu'il y a une forme de régénérescence de la planète qui existe. Et donc il faudrait juste déjà commencer par arrêter les dégâts. Un dernier chiffre, et après promis, j'arrête avec les chiffres. Il y a des processus biophysiques qui sont représentatifs du bon fonctionnement de notre planète Terre. On les appelle les limites planétaires. Il y en a 9, et on considère que si on dépassait ces 9 limites planétaires, là on serait vraiment dans une grosse problématique de vie, particulièrement de vie humaine, mais pas seulement sur la planète. Il y a quelques semaines, on a dépassé la 6e limite planétaire. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais finalement, peu de gens... Enfin, ça n'a pas fait la une des journaux, quoi. Il y a eu quelques interviews dans quelques radios, et pourtant, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est d'autant plus important que... Alors, les limites dont je parle, c'est... il y a évidemment la biodiversité et le climat, mais ce sont surtout les cycles fondamentaux de la vie sur Terre. C'est le cycle de l'azote, le phosphore, l'acidification des océans. Et la 6e limite qu'on a franchie il y a quelques semaines, c'est le cycle de l'eau douce. Et donc on imagine bien que là, ça nous touche encore plus directement.
Et donc on a franchi cette limite quasiment dans l'indifférence générale. Donc la biodiversité peine à se faire entendre, et pourtant il y a une force absolue à arrêter les dégâts. Il y a 15 jours, c'est Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, qui tire la sonnette d'alarme en rappelant l'unanimité des chercheurs sur le sujet et l'inaction politique que lui-même juge criminelle. Alors les responsables de cette casse de la biodiversité, on peut en avoir 4 rapidement. Il y a les pesticides, la pollution, la surpêche, et puis la disparition des espaces de vie, c'est-à-dire l'artificialisation des sols en fait. Donc lutter contre les pesticides, c'est affronter sérieusement les lobbies qui les produisent. On connaît tous Monsanto, Bayer et d'autres, hein, Dupont de Nemours, etc. C'est aussi lutter contre le développement de leurs utilisateurs. Et là, on a une FNSEA qui nous pose beaucoup de problèmes en France. Et c'est aussi, et surtout, construire une véritable alternative pour permettre aux agriculteurs de travailler dans de bonnes conditions, de produire une alimentation de bonne qualité, et donc de travailler en bio. Je fais juste une incise. Alors on a eu il y a quelques années, c'était l'agriculture raisonnée, qui allait sauver la planète. En fait, on demandait aux agriculteurs de ne pas mettre plus de produits chimiques que ce qui était écrit sur le catalogue de Monsanto. Aujourd'hui, on a le HVE, qui est à peu près la même chose, la haute valeur environnementale. Voilà. C'est une catastrophe. Ce sont des systèmes qui nous font perdre à chaque fois 10 ans. Aujourd'hui, la seule façon, le seul label reconnu, contrôlé, ça s'appelle l'agriculture biologique. Et il faut aller vers ça. Alors, on n'arrivera pas à 100% d'agriculture biologique, évidemment, mais c'est la seule façon de faire de l'agriculture qui ne soit pas criminelle pour les sols et à l'arrivée aussi pour la qualité de notre nourriture. Lutter contre les pollutions, c'est travailler sur la traçabilité des produits chimiques, par exemple. Et là, l'Europe est importante. Le projet REACH a commencé à construire une vraie fiche de chaque produit chimique, des près de 700 000 produits chimiques différents qu'on utilise quotidiennement dans le monde. Et donc, imaginez que nous n'avions toujours pas de fiche sur tous les produits chimiques. On ne demande pas aux producteurs de produits chimiques, quand ils en font, de construire une fiche, quelles sont les répercussions de leurs produits, qu'est-ce que ça fait quand on le met avec un autre produit, etc. Et donc là, politiquement, on a commencé à construire ça au niveau européen, et ça s'appelle le règlement REACH, et il faut le renforcer, et c'est dans les propositions. Interdire donc les plus dangereux produits chimiques, c'est aussi transformer notre rapport à l'énergie. Vous le savez tous, l'énergie fossile, mais aussi fissile, on en parlait tout à l'heure, pose de très graves problèmes en termes de biodiversité. Et et cette question de l'énergie, c'est une question absolument fondamentale sur l'avenir de l'humain, puisque sans énergie, il n'y a plus de civilisation. Donc comment est-ce qu'on va construire de l'énergie demain, bien sûr décarbonée pour les problèmes du climat, mais aussi qui ne pose pas de problème à la biodiversité. On a ces réponses-là, je pense notamment au scénario Négawatt, et donc il suffit de les mettre en place, et pour cela on a évidemment besoin d'élus qui voudront le faire. La question de la pollution, c'est évidemment lutter contre l'obsolescence programmée. Quand on a des objets qui durent 6 mois ou 1 an, on les jette, et ça fabrique une forme de pollution. Si ces objets étaient garantis 10 ans, si tous les objets manufacturés étaient garantis 10 ans, imaginez le bond à la fois qualitatif de nos portables, ou de tout ce qu'on peut acheter, et puis derrière, les moindres déchets qu'on peut faire. Donc on a des solutions, et ces solutions, en l'occurrence, lutter contre l'obsolescence programmée, c'est aussi une bonne solution pour nos portefeuilles. Plutôt que de racheter tous les 2 ans un portable, d'obliger à ce que les portables puissent durer 10 ans, ce serait une chose plutôt intéressante. L'autre élément, après la pollution, c'est la surpêche. Je ne vais pas m'étendre évidemment sur la surpêche parce qu'elle concerne principalement les océans et
on est un peu loin à mer des océans. Ceci étant, il y a la Loire, et il y a quand même quelques pêcheurs artisanaux sur la Loire. Et donc la question de la surpêche, c'est principalement la désindustrialisation de la pêche. Quand on a des chaluts artisanaux qui vont pêcher, il n'y a pas de problème. Ils savent ce qu'ils vont pêcher et ils gèrent les stocks. Quand on a des chaluts industriels qui raclent le fond et qui prennent absolument tout de façon indifférente, on arrive à une surpêche qui fait qu'on n'a bientôt plus rien dans les océans si on n'y prend pas garde. Enfin, la dernière chose, lutter contre la disparition des espaces de vie. Évidemment, c'est travailler sur l'artificialisation des sols. Rappelons, mais vous le savez sans doute, que tous les 10 ans, c'est l'équivalent d'un département français qu'on artificialise. Donc c'est pas rien. Et vous imaginez bien que si on continue comme ça, encore 10, 20, 30, 40 ans, on aura un vrai souci et qu'il faut, là, pour le coup, donner un coup d'arrêt très très sérieux. Il faut reconstruire nos villes sur elles-mêmes plutôt que de continuer à les étendre. D'autant plus que cette question, elle touche aussi la façon de vivre. Elle touche comment est-ce qu'on reconstruit des cœurs de ville, plutôt que d'emmener des gens consommer à l'extérieur des villes et les obliger d'avoir une voiture quasiment, y compris pour aller consommer quotidiennement. Enfin, la question de l'artificialisation des sols, elle touche le mieux vivre directement. Et c'est vraiment une question centrale autour de ça. Et donc ces quatre problèmes qu'il nous faut affronter pour avancer sur la question de la biodiversité, on voit qu'à travers eux, finalement, on avance sur la question du bien-être, on avance sur la question de comment est-ce qu'ensemble, on peut construire un monde un peu moins individualisé, un peu moins individualiste, et plutôt qui peut être plutôt enthousiaste et plutôt intéressant. Alors les choses que j'ai pas abordées, je vais essayer d'aller vite parce que je sais pas combien de temps on est. Les choses que j'ai pas abordées, je vous en ai parlé, le réchauffement climatique et la question énergétique. Rapidement, le réchauffement climatique, je vais vous donner encore un petit chiffre. Aujourd'hui, chacun de nous, en moyenne, et le mot moyenne est important puisque quand on est très riche, on est à 80 tonnes et quand on est très pauvre, on est bien en dessous. Mais la moyenne en France, on émet à peu près 12 tonnes d'équivalent CO2 par an. Si on veut limiter le climat à quelque chose de raisonnable, c'est-à-dire à ce qui ne nous pète pas la figure, il faut passer, c'est-à-dire à peu près 2 degrés, le maximum d'augmentation, il faut passer à 2 tonnes. De 12 à 2. Il faut diviser par 6. Ça paraît extrêmement fort. On en parlera dans les meetings suivants. C'est pas si inaccessible que ça quand on y regarde de près. Alors effectivement, on ne pourra plus forcément faire un aller-retour à New York tous les ans. Ça, c'est 2 tonnes. C'est l'équivalent de tout ce qu'on est capable. Donc on pourra peut-être le faire qu'une fois tous les 10 ans. On le fera pour une chose importante, du coup, et pas seulement pour passer 3 jours là-dessus. Et puis, il y a plein de choses qu'on pourra faire qui coûtent rien. Il y a de la culture, il y a plein de choses qui coûtent rien en termes de climat, mais qui apportent de la vie et des choses qui sont intéressantes. La question de l'énergie, très rapidement aussi, rappeler qu'il y a un triple enjeu. Il y a, je le disais tout à l'heure, la pérennité de la civilisation humaine, tout simplement. C'est-à-dire que si on n'a plus d'énergie, il n'y a plus de civilisation. On n'a plus de chauffage, on n'a plus de moyens de se déplacer, on n'a plus, on n'a plus de sono, on n'a plus rien. Donc il y a un enjeu à ce qu'il n'y ait pas de blackout. Et en l'occurrence, avec le nucléaire en ce moment, on risque des blackouts de façon extrêmement réelle. Mais le deuxième enjeu, c'est d'arrêter de détruire la biodiversité, on en a parlé. Et puis le troisième, c'est de ne pas émettre du CO2 par rapport au climat. Et donc il faut réussir à être dans ces 3 enjeux en même temps. On ne peut pas se permettre de se dire on va s'occuper que du climat et puis laisser tomber la biodive et laisser tomber la question de l'humanité. Et donc dans ces 3 enjeux, les seules énergies compatibles, ce sont les énergies renouvelables. Et la question, enfin le programme est vraiment construit sur la question des énergies, sur le scénario Négawatt, qui est un scénario qui a été construit par
par un grand groupe d'ingénieurs spécialistes de l'énergie, avec des citoyens, et on pourra vous en parler également, c'est quelque chose d'assez intéressant. En conclusion, j'ai écrit « On ne négocie pas avec la planète ». C'est-à-dire qu'on peut négocier avec un banquier, on peut négocier avec tous les gens qu'on veut, mais la planète, on ne négocie pas avec la planète. La question de la biodiversité, comme celle du climat, il n'y a pas de négociation. Il y a des règles scientifiques, des règles techniques, qui font qu'il faut qu'on se mette au niveau des capacités de la planète. Et on n'a pas de choix. On ne peut pas passer à côté. Et donc c'est extrêmement important de se dire que sur ces thématiques-là, ce sont des enjeux absolus, au sens que on ne va pas pouvoir négocier, allez, finalement on fera 3 tonnes, 4 tonnes, parce que on voudrait garder, je parlais des allers-retours à New York ou autre chose. Non, non, on ne va pas pouvoir négocier. Et plus on attend, plus la marche va être importante. Donc il y a un enjeu vraiment à la fois à prendre conscience de ça et puis à se mettre en action. Et pour se mettre en action, toutes les luttes dont on a parlé là tout à l'heure, et puis tous les combats qui permettent sur la biodiversité de voir un peu clair, qui les porte? Qui les porte ces combats? Aujourd'hui, clairement, c'est pas l'équipe à Macron. Elle a été attaquée pour inaction climatique. On a vu le résultat d'un mandat catastrophique sur ces questions-là. Donc on ne peut pas leur faire confiance. On ne va pas non plus faire confiance aux climato-sceptiques de l'extrême droite, où là c'est clairement risible, ils en sont encore à croire que ça n'existe pas. Donc le seul groupe qui prend en charge sérieusement cette question, qui est une question vitale, c'est le groupe de la NUP. Et en cela, Noé est le représentant de la prise en charge responsable de ces questions-là. Et il y a un enjeu absolu à ce que chacun de nous, on appelle les gens qu'on aime pour leur dire d'aller voter et de faire voter pour cette question, parce que cette question, encore une fois, est une question vitale. Je vous remercie. Pour conclure, merci Florent d'ailleurs. Pour conclure, je vais faire un petit bilan de la campagne et un petit tableau de ce qui s'est passé depuis 3 semaines, presque 1 mois déjà. Si on pense à la pré-campagne avec les accords qui ont eu lieu, les discussions qui ont eu lieu. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 9 candidats et candidates dans cette circonscription. Je vais les citer. Il y a nous, la gauche et les écologistes. Quand même. Il y a la lutte ouvrière, les trotskistes, avec tout le respect que j'ai pour eux, donc je ne vais pas m'étaler à ce sujet. Il y a l'espèce de mouvement citoyen pseudo-écologiste porté par Gilles Dasvira, qui est un candidat de Blois, qui a placé un candidat dans cette circonscription, qui s'appelle France Autrement. Et vous avez Christophe Marion, La République En Marche, celui qui vous parle, les premiers mots-clés de son programme, c'est environnement, alors qu'il va nous donner, s'il est élu et qu'il y a une majorité, un deuxième quinquennat Macron, alors que son premier, ça a été 2 condamnations par la justice pour inaction climatique, donc il se fout de notre gueule, concrètement, voilà. Santé, 18 000 lits d'hôpitaux de fermés en 5 ans, donc il se fout de notre gueule. Emploi, alors oui, il y a moins de chômage, mais des emplois précaires, des emplois pas du tout désirables, des plateformes logistiques, donc il se fout de notre gueule. Christophe Marion, j'ai entendu parler de lui, à titre personnel, ça a l'air d'être quelqu'un qui est pas mauvais, ça n'a pas l'air d'être quelqu'un de méchant. Mais si vous votez pour lui, vous donnez la majorité à Emmanuel Macron. Donc c'est 50 plus d'inaction climatique, donc c'est 50 plus de casse sociale, donc c'est 50 plus de déserts médicaux, d'hôpitaux qui ferment, d'enseignants qui pètent les plombs parce qu'il y a un ministre de l'Éducation nationale qui est complètement incompétent. Donc
Marion, c'est non. Ensuite, à droite, très à droite, parce que l'UDI c'est censé être le centre droit, mais quand vous regardez ses votes à l'Assemblée nationale, le député anti-climat, le député anti-PMA, le député homophobe, le député contre les animaux, c'est Pascal Brindot. Vous avez eu un classement par l'association parlementaire. Pascal Brindot, sur les 20 votes primordiaux sur l'écologie qui ont eu lieu les 5 dernières années, il en a participé à un seul. Le retour des néonicotinoïdes, il a voté pour. Donc Brindot et l'Empire Marion, l'Empire Maurice Leroy, ça dégage. Vous avez le mouvement de la ruralité, chasse, pêche, nature et tradition. Alors là, concrètement, c'est complètement les opposés de l'écologie. Donc ça, c'est pareil. Au revoir. Vous avez 2 candidates d'extrême droite. Reconquête et Renaissance. Il ne faut pas campagne. Pas un tract dans les boîtes aux lettres. Pas une affiche dans les campagnes. Pas une réunion publique. Pas un mot dans le journal, à part pour la déclaration de candidature. Ils sont là pour le financement des prochaines présidentielles. Ils ne font pas campagne. Donc ça sert à rien de voter pour eux. Et puis, pour finir, vous avez... Alors, j'avais entendu parler des souverainistes, et finalement, c'est Debout la France. Donc, ils ont essayé de changer de prénom. Notre copain Dupont-Aignan, il s'est dit, tiens, je me suis encore fait ridiculiser pour la 3e fois, je vais changer de prénom. Non, on a remarqué que c'était encore Debout la France, vous avez juste changé de nom. Donc, ça fait quasiment 6 ou 7 candidatures à droite. 7 candidatures à droite, et une seule à gauche, c'est nous. Pour terminer, je vais aller sur un terrain un peu bancal, puisque j'ai vu un sondage pour la 3e circonscription du Loir-et-Cher. Vous savez, c'est des sondages qui ont été faits par Internet, par une association. Les sources, voilà, c'est pas Cluster 17, c'est pas Ipsos Soprasteria, donc je peux quand même en parler. Mais c'est un sondage qui donne, soit, s'il y a plus de 60% de participation, une triangulaire, dans laquelle on aurait Brindot, Marion et nous. Et en cas en dessous de 50% de participation, on est à 1 point derrière Christophe Marion. On est à 21%, il est à 22%. Et Brindot est un peu plus au-dessus de 25%. Ça veut dire que là, on a 11 jours pour gagner 1%. C'est complètement faisable. Ça veut dire que là, on a 11 jours. On va réimprimer 30 000 tracts, 500 affiches. 500 affiches. On va encore faire campagne corps et âme, nuit et jour pendant 11 jours pour arriver au second tour. Parce qu'on a une opportunité exceptionnelle de faire tomber l'Empire Leroy, de faire tomber Pascal Brindot, d'empêcher Emmanuel Macron d'accéder à l'Assemblée nationale, d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Donc là, pendant les 11 jours, on va continuer de faire campagne. On a besoin de votre mobilisation. On a besoin que vous continuiez d'aller toquer aux portes de vos voisins, que vous appeliez vos copains, que vous envoyiez des textos, que vous veniez coller des affiches, que vous nous rejoigniez sur des mobilisations, que vous mettiez des tracts dans les boîtes aux lettres pour gagner l'Assemblée nationale, pour porter la nouvelle Union populaire écologique et sociale jusqu'à Matignon avec Mélenchon Premier ministre, avec des écologistes, des communistes, des socialistes, des insoumis dans tous les ministères demain, avec une majorité à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est complètement possible en portant ma candidature avec Emma Gillon, d'ailleurs qui, je le précise, est malade et c'est pour ça qu'elle n'est pas là aujourd'hui. J'ai oublié de le dire en début de meeting, donc veuillez l'excuser. Mais on peut gagner, on a encore 11 jours, je compte sur vous. Merci à toutes et à tous d'être venus. Je me permets de dire quelques mots. Il y a des gens qui ne seront pas là le 12 ou le 19. Les procurations, c'est assez facile, on y pense souvent au dernier moment. Et comme on dit, une voix plus une voix plus une voix, c'est ça qui peut faire la différence, il l'a rappelé. 1%, c'est aussi quelques dizaines, quelques centaines de voix. Donc si on a des gens autour de nous qui ne sont pas sûrs de pouvoir être là le 12, la procuration, elle est assez facile. Soit on se déplace au commissariat ou à la gendarmerie, soit on le fait directement sur les lettres et ensuite validé. Et en tout cas, et une autre chose qui est nouvelle par rapport à la procuration, on n'est pas obligé d'habiter la commune. C'est-à-dire que quelqu'un qui habite Mer, il peut aller voter, il peut venir voter à Vendôme.
Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Alors, avant, il fallait voter dans sa commune. Là, ce n'est plus obligatoire. Donc, pensez-y, parlez-en autour de vous. Chaque voix va compter. Alors, il y a un pot qui nous attend derrière nous. Ce que je vous propose, c'est que si vous avez des questions qui sont primordiales et qui sont importantes, on va y répondre maintenant de façon assez solennelle. Et après, pour la discussion de comptoir, on va aller faire ça autour d'un verre derrière. Du coup, ma question, c'est est-ce que vous avez des questions auxquelles je pourrais vous répondre maintenant concernant le programme, concernant la campagne, ou concernant les mobilisations, concernant l'accord, concernant Emma et moi, si ça peut être des questions personnelles, il n'y a pas de souci. Vous avez faim? Vous avez ça? Oui. Bonjour. Je suis un camarade de Oui. On va passer le micro, c'est pas pour vous entendre, c'est pour l'acoustique. Bon, désolé, hein, je suis arrivé un peu en retard au niveau du meeting, mais c'est une habitude de prof. Moi j'ai deux questions, mais je crois que je les avais vues dans le programme, mais je ne suis plus très sûr. Il y avait la question sur l'impôt sur la fortune. Est-ce que c'est remis du coup en place dans le programme? Oui, l'impôt sur... Alors, on remet l'impôt sur la fortune. Micro, s'il te plaît, micro. Donne-lui le micro. Technicien. On remet en place un ISF. Donc on remet en place l'impôt sur la fortune. Et puis par exemple, on remet en place l'ISF, on le renforce avec un volet climatique pour financer la transition écologique. Voilà. Ok. Et au niveau de l'éducation nationale, parce que moi j'ai un statut de contractuel, je sais qu'il y a une histoire de possibilité de titularisation. C'est dans le programme. C'est dans le programme aussi. C'est dans le programme. Dans le programme, là, il y a il y a eu une conférence de presse qui est sortie, et je crois qu'il y a eu un compte rendu qui a été fait qui est précis sur l'école, qui doit s'appeler l'école formée des citoyens de demain, qui est disponible sur le site de l'ANUPS et qui a été parfaitement fait, notamment avec, par exemple, François Thiollet, écologiste de Blois. Et donc sur ça, il y a des réponses extrêmement concrètes. Moi, je ne sais pas si je peux te tutoyer. Oui, oui. Si tu étais arrivé à ce moment-là, nous on a fait quelques points principaux sur l'école, mais du coup voilà, on a juste dit suppression des réformes Blanquer, de Parcoursup, etc. Mais sur ces questions de titularisation, sur les questions de dégel du point d'indice, sur le recrutement, etc. En plus, je sais pas si vous avez vu là le petit reportage sympathique sur les façons dont ils recrutent les profs maintenant là avec les Bon, bref, voilà. Les réponses, elles sont dans ce communiqué de presse. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure, le communiqué de presse de la Nouvelle Union Populaire pour l'école de la République, former des citoyens de demain. Ok, d'accord. Et dernière question concernant la biodiversité, justement, oui. L'intervention de tout à l'heure, sur le vivant, et notamment sur l'obsolescence programmée. Là, je rentrais plus sur une question de fond politique. Puisque nous ne sommes pas détenteurs des moyens de production qu'elle appartient à la bourgeoisie, est-ce que, malgré le programme et toute la bonne volonté, donc si c'est un programme transitoire à la fois dans l'écologie et à la fois politique, pour aller peut-être possiblement vers un choix de société qui sera différent avec une destruction peut-être des classes sociales, donc désolé, je reprends un vieux terme marxiste, mais effectivement, moi je vais parler de lutte de classe, est-ce que effectivement il ne va pas falloir à un moment donné se poser réellement la question sur le capitalisme? Est-ce qu'on va juste le réduire, ou est-ce qu'il va falloir qu'on en vienne peut-être à sa destruction, puisque par nature, il est tyrannique, il est mortifère et incompatible avec le vivant? Alors, le programme de la Nouvelle Union Populaire, moi je le crois antilibéraliste, donc qui propose complètement une rupture avec le système capitaliste actuel. Concrètement, il faut savoir que le programme, il porte notamment sur les 5 ans à venir. Donc sur les 5 ans à venir, il y a une question de renationalisation de certains secteurs de production. Déjà, il y a le pôle public de l'énergie, du transport, etc. Donc ça ne répond pas à la question d'obsolescence programmée, parce que normalement, il n'y a pas d'obsolescence programmée sur les trains. Alors là, vraiment, c'est que vraiment, ils cherchent vraiment loin dans la catastrophe écologique. Donc déjà, il y a des secteurs de production qu'on renationalise. Il y a des règles qu'on met en place, et c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure au niveau européen. Par rapport au capitalisme, nous on va refuser tous les nouveaux traités de libre-échange pour vraiment avoir une production européenne et renationalisée. Et puis surtout, il y a les normes et les règles sur l'obsolescence programmée qui doivent être approfondies, qui doivent être beaucoup plus
contraignantes, c'est le mot que je cherchais, contraignantes pour les entreprises concernant l'obsolescence programmée. Et après, profondément sur la vision politique, c'est aussi la question d'avoir justement dans les entreprises une part beaucoup plus importante des employés dans l'administration, dans les décisions qui sont prises, justement parce que je pense que les gens qui travaillent dans les entreprises sont des gens comme vous et moi qui vivent le dérèglement climatique, qui vivent l'effondrement de la biodiversité, et donc ils sont probablement beaucoup plus sensibles que les gros patrons et les actionnaires. Et donc si eux, ils ont un pouvoir décisionnel beaucoup plus fort, alors dans ce cas-là, les orientations qui seront prises par les entreprises pourront être beaucoup plus axées sur l'écologie et les sociales. Et dans tous les cas, nous, on a un objectif de vraiment avoir des règles beaucoup plus contraignantes pour les entreprises et surtout pour les multinationales au niveau européen sur les conditions écologiques, sociales, sanitaires, j'en parlais tout à l'heure, également sanitaires, parce que quand on peut voir le transport de la nourriture, par exemple, des choses comme ça, il y a des choses, purée, quand on regarde les reportages, on se dit, mais putain, on se fait empoisonner complètement, quoi. Et donc là, en fait, c'est l'idée d'avoir... Normalement, le bruit du champagne, c'est à la fin. Donc oui, l'idée, c'est d'être... Le programme, si tu veux, concrètement, je pense qu'il ne permet pas, dans 5 ans, d'avoir éclaté le capitalisme et d'être dans une société... mais ça permet de sortir du néolibéralisme, d'aller vers une alternative qui se détache de plus en plus du capitalisme. Et après, voilà, l'idée, c'est de retrouver de la citoyenneté dans les décisions des entreprises. Quand on parle de 6ème République, c'est aussi ça. C'est dans les institutions pouvoir se détacher complètement des lobbies, retrouver de la participation citoyenne pour pouvoir que les citoyens soient acteurs. Et normalement, les citoyens, ils n'ont pas d'intérêt personnel et privé à favoriser l'obsolescence, à favoriser les pesticides, à favoriser la casse sociale. Donc à partir du moment où on retrouve de la citoyenneté dans tous ces secteurs décisionnels, bah normalement, je pense qu'on sort peu à peu de ce système capitaliste où il y a certaines personnes qui dominent d'autres personnes. Oui, je suis d'accord, c'est la première étape et c'est pourquoi je suis sorti de 15 ans d'abstention justement pour mettre un bulletin à Jean-Luc au mois d'avril. Est-ce que quelqu'un a une autre question ? Le bruit du bouchon a sonné la fin de la réunion, donc je vous invite à aller boire un coup derrière au buffet.